Qu'est-ce que t'as dit? Ici, on craint rien, t'inquiète. D'accord. On fera rien de particulier. Désolé, heureusement qu'il a plu, ça a maintenu la merde au sol. Ok. Putain, c'est dingue ce truc. Bon, moi je dis ici on est pas mal. Il dit le compteur, il dit rien ici. Alors, moi je suggère que je fasse le script là. Ok? Ok, ça Bon. va. Tony, tu vas me cadrer. Hein, et puis je vais faire tout le bordel. Sam, je vais te filer la caméra et puis tu nous feras un deuxième plan. Ça va. Si je vous dis accident nucléaire, vous me dites Tchernobyl. Bon, vous pouvez aussi me dire Fukushima, mais le nom qui vous viendra en premier, c'est Tchernobyl. Le déroulement de la catastrophe est tellement incroyable que si elle n'était pas arrivée mais qu'on en avait fait un film, on aurait sûrement dit que le scénar était un peu tiré par les cheveux. Le 26 avril 1986, une explosion thermique soulève le couvercle du réacteur numéro 4 qui retombe lourdement et fracture ce dernier. Le combustible du réacteur fond et l'incendie qui suit va disperser des poussières hautement radioactives dans l'atmosphère de toute l'Europe. Ce qu'on en retient surtout, c'est pas l'accident en lui-même, mais sa gestion par l'URSS. Il faudra attendre une détection anormale et alarmante de radionucléides dans l'atmosphère en Suède 2 jours après l'explosion de la centrale pour que l'Union soviétique admette que quelque chose est arrivé, tout en affirmant encore que la situation était sous contrôle. Une gestion désastreuse de la crise, une évacuation tardive des populations et surtout une obsession pour le secret qui empêchera même Gorbatchev, le premier secrétaire du Parti communiste, d'obtenir des informations fiables. Et là, on est en droit de se dire, heureusement que l'information de l'accident a fuité à l'étranger, sinon il est fort probable que sans la communauté internationale regardant par-dessus son épaule, l'URSS aurait balayé les morceaux sous le tapis et fait comme si de rien n'était. Comment je peux en être aussi sûr? Parce que c'est ce qu'ils ont fait avec un autre accident nucléaire majeur, sauf que là, personne n'était au courant. Bienvenue au complexe nucléaire Mayak, une centrale probablement gérée par Homer Simpsonovitch. Les niveaux remontent un peu. On se casse? Se barrer, ouais. Bon, coupe. Ils sont bien partis vers l'ouest, hein, les autres. Hein. Ouais, ok. Bon, écoute... Ok, venez. Partir à droite après. Vas-y, reviens vers nous, c'est bon. On va partir par là. Ah, vous n'avez pas eu trop de problèmes? Bon. T'as dit quoi? Bon, ici c'est clean. Bon, tu peux rester tranquille. Vous m'envoyez tous les deux en efferreur, ça le... Et nous on fait le script ici. Ok. On est bon? Ouais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par un peu de contexte. Nous sommes en 1945. Les États-Unis parviennent à synthétiser du plutonium et s'en servent pour bombarder le Japon. 2 fois.
À cette époque, les USA et l'URSS étaient encore alliés, mais uniquement pour la bonne cause. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, mais c'est pas parce qu'ils ont défoncé les nazis ensemble qu'ils étaient faits spécialement pour s'entendre sur le long terme. Dès 1942, ayant appris l'intérêt des États-Unis pour l'atome, Staline lance le projet sobrement appelé bombe atomique soviétique. Le développement des armes nucléaires russes commencera effectivement l'année suivante à l'Institut Kourtchatov, mais sans réel soutien, la guerre faisant toujours rage et Staline ne croyant que moyennement à un résultat. Mais quand l'URSS découvre en 1945 que les États-Unis non seulement possèdent la bombe nucléaire, mais en plus peuvent la déployer sur le Japon, 2 fois, Staline prend conscience de la grosse avance que son concurrent possède sur le plan du nucléaire, alors que chez Kourtchatov, on n'arrive même pas encore à fabriquer de plutonium. En même temps, pour fabriquer du plutonium, il faut de l'uranium, et l'URSS n'a alors aucune mine permettant d'extraire ce minéral. Il est donc décidé de mettre un gros coup de pied au cul du programme pour rattraper au plus vite le retard creusé par les Américains. C'est dans ces circonstances que sera construit à la hâte, dans l'Oural, le complexe secret Tcheliabinsk 40, appelé comme ça parce qu'il se trouve à 72 km au nord de la ville du même nom. Ouais, Tcheliabinsk, entre les chutes d'astéroïdes et le nucléaire, c'est vraiment un endroit où il fait bon vivre. Bref, le complexe est assemblé à la hâte en 3 ans et pour commencer la production de plutonium, on y construit un réacteur nucléaire dans lequel on va bombarder de neutrons de l'uranium confisqué à l'Allemagne à la fin de la guerre. Oui, parce qu'Hitler aussi avait un programme nucléaire. Vous irez voir la vidéo qui en parle. Quoi qu'il en soit, voilà que les physiciens soviétiques disposent d'uranium et d'un réacteur nucléaire. Je vous ai déjà parlé du peu de considération que les chercheurs de Los Alamos avaient pour la sécurité lors du développement de leurs bombes. C'était à rien à côté du je m'en foutisme absolu des Russes. J'exagère pas, hein. Ils en avaient juste rien à foutre. Dans son traitement des matériaux fissiles, le complexe générait beaucoup de déchets hautement radioactifs, mais liquides, notamment des solvants utilisés pour la purification du minerai. Est-ce que vous visualisez la centrale nucléaire de M. Burns qui vidange directement dans la nature? Eux, ils l'ont fait. Pendant plusieurs années, plutôt que de stocker les déchets, si déjà c'est liquide, autant le déverser dans la rivière d'à côté. J'exagère pas, hein, des déchets hautement radioactifs balancés dans l'eau de la rivière. Parce que YOLO. Mais à mesure que les ingénieurs... Tu crois qu'il nous cherche? Mais à mesure que les ingénieurs parviennent à concentrer leur combustible, celui-ci commence à poser un autre problème. En effet, le combustible nucléaire usé, ça chauffe, tout seul, à cause des désintégrations. Donc quand vous extrayez une barre de combustible usé de votre réacteur, elle est très radioactive et elle chauffe sa mère. C'est notamment pour ça que les barres usagées des réacteurs sont stockées dans des piscines. Enfin, chez nous, hein, parce qu'au complexe Tcheliabinsk 40, ils les balançaient dans le lac d'à côté. Encore une fois, hein, il les balançait dans le lac, littéralement. Aujourd'hui, le lac Karachai, c'est son nom, est le plus pollué au monde. Dans la zone où ces déchets ont été balancés, il vous faut moins d'1 heure pour absorber une dose létale de radiation. On est sur du Tchernobyl sur 20. C'est pas exagéré de dire ça. Le lac cumule 4,4 hexabecquerels de radioactivité. C'est-à-dire un 4 suivi de 18 zéros de désintégration chaque seconde. En comparaison, Tchernobyl a relâché entre 5 et 12 hexabecquerels dans la nature. Sauf qu'à Tchernobyl, c'était pas concentré dans un si petit endroit. Ouais, mais attendez, parce que s'il y avait que ça, en 1968, après une grosse sécheresse, le lac s'asséchera totalement. Le vent emportera alors la poussière radioactive qu'on trouvait au fond, et le nuage ainsi formé, d'une activité de 185 pétabecquerels, c'est-à-dire 185 suivi de 15 zéros, contaminera plus d'un demi-million de personnes. Le compteur GGR est bloqué en valeur haute, mais le bas les couilles-au-mètre reste à 0, donc tout va bien. Arnaud, le taux, il remonte, il ne faut pas qu'on reste ici. D'accord. T'as vu les autres Oui, ça va. Ok, ça va. bon, d'accord. Bon, écoute...
n'a pas le choix, il faut qu'on sorte par là. Alors, chacun son tour, on court jusqu'au couvert, pas le choix, ok? Ça, on va pas faire ça tous les jours. On a pris l'équivalent de 2 radios de poumon. Ça va. Bon, allez, on se casse. C'est comment, là? C'est clean. Ok. Bon, bah écoutez, on va... Bon. Oh, bordel de merde. On va faire le reste ici, hein, ok? Ça roule. Bon. Et tu regrettes d'être venu, hein? Ouais. Bon, ok. Mais bon, faut croire que même Homer Simpsonovitch possède une once de compétence, parce qu'en 1949, soit 4 ans après les États-Unis, l'URSS parviendra à assembler sa première bombe atomique. Enfin, ça reste une copie calquée sur le modèle de la bombe américaine Fat Man grâce à des plans piqués par des espions ayant infiltré le projet Manhattan, mais bon. Baptisée Premier Éclair, elle sera détonée dans le désert kazakh le 29 août 1949. À partir de là, la course à l'armement est lancée et l'URSS va se mettre à produire du plutonium en masse, notamment au complexe de Tcheliabinsk 40, ce qui signifie toujours plus de déchets et toujours plus dangereux. Mais heureusement, la nature autour du site est complètement flinguée par les rejets du complexe. Oui, j'ai dit heureusement, parce qu'il faudra cette situation extrêmement alarmante pour que les mecs finissent par se dire que, peut-être, ils devraient arrêter de tout balancer dans la rivière et dans le lac d'à côté. Vers 1953 est creusée une tranchée gainée de béton dans laquelle sont enterrés des réservoirs en inox à un peu plus de 8 mètres de profondeur. Les déchets entreposés là étant très radioactifs, ils sont eux aussi très chauds. Un système de refroidissement est donc installé. Bon, par contre, faut pas trop en demander à Homer Simpsonovitch. Ouais, on va vraiment appeler les responsables comme ça, parce qu'aujourd'hui encore, le secret autour de cette installation est tel que j'ai pas trouvé de source sûre le nom du génie qui avait ce bordel en charge. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que c'était un génie. En effet, le circuit de refroidissement était piloté par un système situé à l'immédiate proximité des déchets. Donc impossible d'accès, à moins que vous ne vouliez mourir dans les jours suivants d'un syndrome d'irradiation aiguë. Donc, quand faute d'entretien, le matos est tombé en panne, 4 ans plus tard, les réservoirs de déchets ont commencé à avoir chaud. Très chaud. L'évaporation des liquides dans les cuves les a mises sous pression. Comme je vous le disais, le secret autour du site est encore difficile à percer, donc on suppose qu'un mélange d'acétate et de nitrate à haute température ont provoqué ce qui suit. Le 29 septembre 1957, à 16h20, les réservoirs de la tranchée explosent avec la puissance d'une centaine de tonnes de TNT. Le couvercle de béton de 160 tonnes surplombant les cuves est projeté à plus de 25 mètres. Ils ont vraiment un problème avec les couvercles en URSS ou c'est moi ? Bref, entre 70 et 80 tonnes de déchets sont projetés dans les airs, certains à plus d'1 kilomètre de hauteur. Le plus gros retombe autour du site, mais le reste se retrouve dans l'atmosphère et est porté par les vents sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc on a la négligence, l'explosion, les poussières dans l'air, tout comme Tchernobyl. Et si on compte la quantité de radioactivité rejetée, elle est de l'ordre de la moitié de celle de l'explosion du réacteur numéro 4. Le nuage ainsi formé va survoler une zone peuplée de près de 270 000 habitants. Cette région sera baptisée plus tard le VURS, un acronyme russe pour empreinte radioactive de l'Oural oriental. Sauf que la fois là, comme personne n'a rien vu, l'URSS a balayé les morceaux sous le tapis et fait comme si de rien n'était. Ou presque. Personne ne fut averti de l'accident. Après tout, ça vaut quoi la vie d'un pecno russe? Hein? Mais dans les jours qui suivirent, les habitants de la région touchée furent frappés d'un mal mystérieux et inconnu. Diarrhée, vomissements, coups de soleil inexpliqués, grande fatigue, voire carrément la peau du visage et des mains qui tombent. En fait, ils ont reçu de telles doses de radiation que beaucoup ont eu leur moelle osseuse ou leur système immunitaire complètement détruit, avec les conséquences que vous imaginez. La panique commença à gagner la population, ce qui mena à une évacuation militaire forcée et, bien entendu, inexpliquée, de 10 000 personnes. Sur près de 20 km², la forêt mourut, ce qui poussa quand même les autorités à ramasser la terre dans cette zone et à l'enterrer un peu plus loin, histoire de limiter la contamination.
Ce n'est qu'en 1968, 9 ans plus tard, que le gouvernement se décidera à interdire la zone de 700 km² qui a été fortement contaminée. Il créera la réserve naturelle de l'Oural-Est qui recouvre en fait le fameux Vours et interdira son accès sans autorisation. Non, non, tu peux pas rentrer, il faut pas déranger les rennes et les écureuils. T'as la gerbe et la peau du visage qui tombent. Oh, ça doit être le rhume. On estime le nombre total de personnes exposées aux retombées à presque un demi-million, avec 200 décès répertoriés. Quant aux autres, et je parle pas des cancers qui, bien entendu, n'ont pas fait l'objet d'un quelconque suivi. Néanmoins, aujourd'hui, dans les villages environnants, le taux de cancer est toujours 4 fois supérieur à la moyenne russe et les analyses génétiques révèlent 25 fois plus d'anomalies. Voilà à quoi ressemblait la catastrophe de Kishtim, du nom du village le plus proche du complexe de Tcheliabinsk 40. Ils nous cherchent dans le coin, hein, c'est sûr. Mais du coup, puisque c'était si secret, comment on sait que c'est arrivé ? Quand je vous ai dit que personne ne savait, en fait, presque personne ne savait. Quelques jours seulement après l'accident, les renseignements américains étaient au courant de l'explosion. Et il n'y a pas que les Russes qui avaient des espions. La CIA envoie plusieurs avions espions à la pêche aux infos. Ils découvrent une grande usine dissimulée dans la forêt qui ne figure sur aucune carte. Et ils prennent conscience de l'ampleur de la catastrophe. Mais tout le monde ferme sa gueule. Peu de temps auparavant, des incidents dans une centrale près de Détroit ont fait peur à l'opinion publique. Un autre incident est arrivé l'année précédente en Angleterre. Les gens ont peur de l'atome. Révéler pareille catastrophe, c'est mettre en péril le programme nucléaire national. Et dans l'absolu, ils n'avaient pas vraiment tort. L'accident de Tchernobyl, qui a été rendu public, lui, a mis un sévère coup de frein à la construction de nouvelles centrales nucléaires. Bon, mais alors, si même la CIA a fermé sa gueule, comment est-ce qu'on a pu savoir tout ça ? On le sait grâce aux indiscrétions de Joris Medvedev, un biologiste dissident russe. À la fin des années 60, il écrit une série d'articles sur l'indiscrétion du KGB qui peut ouvrir n'importe quel courrier sans autorisation préalable. Il est donc interné en hôpital psychiatrique avant d'être libéré mais déchu de sa nationalité et expulsé du pays. Il trouve alors refuge en Angleterre. Sauf qu'en tant que biologiste, il avait étudié les effets de la contamination de la faune et de la flore du Vours et était au courant de la catastrophe de Kishtim. Il ne se gênera donc pas pour en donner les détails dans la revue américaine New Scientist en 1976. Mais il est étonné par le retentissement médiatique de son article. En effet, il pensait que les gens étaient déjà au courant de l'existence de cet accident. La CIA confirme alors du bout des lèvres, puis des transfuges soviétiques installés en Israël affirment eux aussi que c'est bel et bien arrivé. Medvedev parviendra alors à mettre la main sur tout un tas de documents supplémentaires pour étayer son propos, et tout ça finira dans un livre publié en 1979. Après la chute de l'URSS, toute l'histoire sera confirmée. La catastrophe de Kishtim est le 3e plus grave incident nucléaire de l'histoire, derrière Tchernobyl et Fukushima. Faut qu'on se casse. Le site de Tcheliabinsk 40 porte aujourd'hui le nom du complexe nucléaire Mayak. Il est toujours destiné à la production de plutonium militaire, donc toujours interdit d'accès, pour pas dire secret. Sur la dizaine de réacteurs qui ont été installés, 2 sont toujours en fonction. Outre le lac Karachai qui est toujours mortel, en septembre 2017 par exemple, un isotope radioactif du ruthénium est détecté un peu partout par des observateurs en Europe. Mais si, comme pour Tchernobyl, les doses détectées étaient trop diluées pour représenter une menace immédiate, la mise en corrélation des différents relevés et de la météo mène à penser que le site d'où provient la contamination est situé dans le sud de l'Oural. Évidemment, du point de vue de la Russie, ce qui se passe à Mayak reste à Mayak. D'ailleurs, il ne s'est rien passé. Ce ruthénium est un déchet de la production de cérium-144 et compte tenu de sa dilution dans l'air dans les différents observatoires européens, la dose totale rejetée est tellement importante qu'elle aurait nécessité l'évacuation de la zone autour de l'accident. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu foutre pour rejeter du ruthénium et la zone a-t-elle effectivement été évacuée? Mystère et boule sur l'image du scanner. Il semblerait qu'Omer Simsonovitch soit toujours aux commandes du complexe nucléaire Mayak. En attendant la prochaine fois où il fera tout péter, levez les yeux au ciel, soyez astronautiques et à la revoyure.
Et toi, tu n'as pas de protection? Non. Déjà parce que je crois pas aux radiations, premièrement, et puis le masque, ça m'empêche de respirer. Tu sais, moi j'ai toujours vu le masque comme une restriction des libertés. J'aime pas ça. Puis je trouve ça ridicule surtout, parce que